Voilà, chers invités, vous venez de suivre cet élément qui était consacré à la cérémonie de réinvestiture du président de la transition, Michel Kafando, et tout son gouvernement. Ambroise Pondion se réjouit de cette bonne nouvelle. Absolument. Je crois que toute la jeunesse africaine, tout le peuple africain doit se réjouir de la normalisation de la situation au Burkina Faso. Et je salue la jeunesse du Burkina qui s'est levée encore une fois comme un seul homme pour buter les idiots de l'Afrique. Ceux que j'appelle des idiots, des sots de la République. Parce que pourquoi je le dis, d'aucuns ont qualifié ce coup d'État comme étant un coup d'État très bête. C'est bête parce que en suivant ce monsieur, ce terroriste, moi je l'appelle, qui est revenu à la charge pour reconnaître ses erreurs, je crois qu'il aurait pu penser plus tôt. Il aurait pu devancer les événements en faisant économie de cette victime que le Burkina ou l'Afrique a encore connue ces 8 derniers jours. Voilà. Vous savez, moi j'accuse toujours l'ancienne métropole. Et pourquoi? Dans ces histoires. Pourquoi? Et vous savez, en matière de gestion politique d'un État, rien n'est anodin quand il s'agit des intérêts de la France, des intérêts des États-Unis ou des intérêts des pays occidentaux. Mais est-ce qu'il faudra continuer toujours par accuser ces pays occidentaux et nous-mêmes africains? Que faites-nous, que faisons-nous plutôt pour mettre un terme à ce cycle-là? Depuis 1963, le premier coup d'État a été perpétré au Togo. Et jusqu'en 2015, nous vivons encore des coups d'État en Afrique. C'est du surréalisme. C'est pour vous dire que j'ai été abasourdi. J'étais totalement décontenancé de voir un sulfureux, un monsieur de ce genre, qui souffrirait de la schizophrénie si éventuellement les spécialistes le confirmaient. Voilà. C'est levé un beau. Oui, mais là, vous n'êtes pas spécialiste pour qualifier ça. Non, voilà, c'est pas une question de spécialiste. Voilà, mais pourquoi vous accusez? Tout le monde a été unanime à condamner. Voilà, effectivement. La condamnation, voilà, effectivement. Mais pourquoi vous voyez la main noire de la métropole dedans? Pourquoi? Alors qu'elle a condamné ce qui s'est passé. Vous savez, François Hollande, peut-être étant épris de démocratie, peut condamner ce coup d'État. Mais les réseaux France-Afrique sont toujours là. Voilà. Que ce soit à l'Élysée, que ce soit à Matignon, nous dit-on. Et même au sein même de l'appareil sous-régional ouest africain, ces réseaux sont toujours là. Voilà. Il y a des chefs d'État qui sauvegardent les intérêts de la métropole. Voilà. Le Togo n'est pas du reste dans cette histoire. On va permettre. Donc, autant dire, je vais terminer en disant on va permettre à Olivier de réagir. Aujourd'hui, il est clair que la bonne leçon donnée par les militaires loyalistes et surtout le peuple burkinabé doivent être un cas d'école pour l'ensemble des États africains. Olivier Adia, quelle réaction déjà même après cet acte que Ambroise Pondion qualifie de forfaiture? Que direz-vous? Non, je crois que c'est vraiment une forfaiture et c'est un coup d'État qui n'avait pas lieu d'être. C'est un coup d'État de trop parce que il est surprenant de voir des gens qui font un coup d'État contre une transition. Vous savez, la transition en réalité, elle est là pour seulement préparer donc une succession et des élections, et les élections libres et transparentes, et puis un nouveau président devrait s'installer. Et c'est à quelques jours du début de la campagne même que ce régiment est intervenu. Donc c'est un coup d'État impopulaire, un coup d'État qui a été condamné partout à travers le monde. Donc je crois qu'aujourd'hui, moi, la question qui m'intéresse, c'est que quelles sont les leçons que l'Afrique, le continent africain peut tirer de cette aventure ambiguë du général Gilbert Diendéré. C'est les leçons qui m'intéressent. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de mûrir sur le plan démocratique. En tout cas, certains pays en Afrique sont en train de mûrir sur le plan démocratique. Et si on prend par exemple le cas du Burkina et le cas de certains pays, on voit que les peuples veulent prendre leur destin entre les mains. Les peuples ont compris que nul ne viendra faire
ou bien imposer la démocratie à leur place, que c'est à eux donc de lutter pour arracher cette démocratie-là et faire face donc au canon et à la brimade. Il faut quand même il faut saluer cela. Il faut dire aussi que la communauté internationale aussi est en train de jouer sa partition, parce que on a vu et comment la communauté internationale a réagi, comment l'Union africaine a qualifié ces gens de terroristes. Voilà. Donc, ça prouve que l'Union africaine est en train aussi d'évoluer par rapport à un certain nombre d'éléments. Que la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis et toutes les grandes puissances sont en train donc de prendre la mesure des menaces et de dire non, ça suffit les coups d'État. Prenons le cas par exemple de Sanogo, Aya Sanogo, le célèbre donc lieutenant et ou bien capitaine, qui est devenu général à la longue. Voilà. Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui? Donc, il est en prison, je crois. Oui, il est en prison. Voilà. Et je crois que les coups d'État n'ont plus leur place en Afrique. Voilà. Il faut proscrire cela. Voilà, effectivement, Ambroise Pondiou, il faut saluer même l'action, la médiation de l'Union africaine et de la CEDEAO. Je salue plutôt la réaction de l'Union africaine qui a été sans embâche. L'Union africaine n'a pas entouré de mythes sa déclaration. Et ils l'ont même continué. Ils ont continué par insister sur la même position. Contrairement à une CEDEAO dont on voit plutôt des syndicats de chefs d'État. C'est des chefs d'État qui sont là en dehors de quelques-uns. Peut-être le Niger, je ne sais pas si le Nigeria, parce que vous savez, tout peut arriver, hein. On peut vous intimer l'ordre, l'ancienne métropole peut vous intimer l'ordre, parce que vous savez que la France est le premier partenaire du Nigeria. Quand ça s'est passé au Togo, quand Boban Sanjo criait de tous les bois de descendre au Togo pour amener telle ou telle personne. Mais le Nigeria n'est pas une colonie française. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les couloirs diplomatiques. Ici, la CEDEAO, avec Macky Sall, ont joué, n'ont pas joué franc jeu. Il faudrait que nous, les peuples, nous, les journalistes, on leur dise la vérité. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, quand vous êtes arrivé, c'est le peuple que vous aurez écouté, ou c'est ces terroristes-là, que certains, l'Union africaine, une instance supérieure, pratiquement à la CEDEAO, a déjà qualifié de terroriste. Vous venez sur un terrain, mais tâtez les poules. Quelle est l'atmosphère? Mais ce sont eux qui avaient les armes. Ils avaient la situation. Mon ami, ils ont les armes, mais ils ne maîtrisent pas toute la situation parce qu'il y a 14 000 autres soldats qui sont prêts à les mater. Sauf que le chef d'état-major des armées, qui est plus calme et plus intelligent, n'a pas voulu créer encore un autre bain de sang. Ce fou. Non, je t'ai dit que c'est un fou. On va mettre pas la terre, effectivement. Mais ce qui est certain, c'est que quand quelqu'un il revient là, il fait un pas, il revient en arrière, c'est fou. Non, on va faire quand même un Donc c'est pour vous dire que les ce matin même, je ne voudrais même pas hausser la voix. Mais ce monsieur m'oblige à hausser la voix parce que ça sort de l'entendement, son comportement. Je serais à la place de ce gouvernement actuel quand ils ont été ramenés à la charge de rapidement démanteler, de les éparpiller dans les garnisons. C'est vrai qu'on ne peut pas accuser tous les éléments. Ça ne peut pas se faire. Ça peut se faire. C'est la transition. Le gars a reconnu. Non, le gars, non. Et quelles sont les prérogatives de cette transition? Daniel, est-ce que tu sais demain, après 3 jours encore, ça monsieur peut revenir encore à la charge? Quelles sont les prérogatives de ce gouvernement de transition? Ce gouvernement, eux-mêmes, non. Les prérogatives sont au-delà des élections. La preuve, le dossier Sankara qu'ils ont soulevé. Tout ça là, des gens disent qu'en principe, ils devaient confier cela à un gouvernement légitimement élu. Tout ça là. Mais si, la preuve, il y a un coup d'État. Dendéré se cache derrière ces histoires de la manière dont on a recalé certains cas du CDP. Et ensuite, le gars s'est perpétré. Les gars ont brandi le drapeau qu'ils sont les auteurs de l'assassinat de Thomas Sankara. Dans le temps, on l'a même cité dans l'attentat de terroriste de 86 de Lomé. C'est un monsieur qui s'est impétré dans des réseaux pas possibles qui lui permet de nager comme poisson dans l'air. Aujourd'hui, il est là, dos au mur. Il faudrait que la transition ou les responsables de la transition puissent prendre la mesure du danger, qui ne continue pas à encourir si jamais ces messieurs-là ne sont pas encourus. On parle d'amnistie. Je crois que ça a été accordé. Les Nations Unies ont été claires. Je suivais ce matin ou hier Chambas, le représentant, l'ancien secrétaire, le représentant actuellement des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, qui dit clairement que quand on parle des droits de l'homme, les Nations Unies ne sont pas cléments pour l'amnistie.
on ne peut pas amnistier quelqu'un qui sort du cadre des droits de l'homme, un criminel. On appelle ça des criminels. Donc ça veut dire que ce gouvernement... Est-ce que Chambas lui-même il est crédible? Parce qu'il dit, il fait... Chambas, lui-même n'a jamais été crédible. Voilà, mais pour autant, il a dit quelque chose... Voilà. On est deux, oui, rapidement, parce que là... Pour autant, il a dit quelque chose qui mérite d'être applaudi. Au moins pour une fois, si le monsieur a été honnête, il faut l'applaudir. Et parce que ces sorties, quand même, sont qualifiées de ratées. De toutes les façons, les Nations Unies aussi, on leur raté. Voilà, Olivier. Non, mais il y a sur un certain nombre de sujets, peut-être que je ne partage pas le même avis donc, que mon confrère. Et le sujet concernant l'intervention de la CEDEAO dans cette crise-là, et je crois que il faut, et puis je l'ai dit au départ, que c'est le moment de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour prévenir l'avenir, soit au Burkina encore ou dans d'autres pays donc, de l'Afrique de l'Ouest. Parce que la CEDEAO, si elle n'était pas intervenue, à quoi on devrait donc assister? Est-ce que la CEDEAO, l'intervention de la CEDEAO n'a pas fait évoluer les choses? Ce sont des questions légitimes qu'il faudrait se poser. Mais ce qu'on reproche à la CEDEAO, c'est d'avoir négocié avec une partie alors qu'il y avait des protagonistes. Moi, je ne refuse pas. De toutes les façons, je crois que la CEDEAO a parlé avec les poutistes qui avaient entre leurs mains les rênes du pouvoir en ce moment. Et c'était les hommes forts donc, du pouvoir en ce moment. Au-delà de ça, la CEDEAO a parlé aussi avec d'autres opposants. Certes, Michel Kafando a dit qu'il n'a pas été associé donc, au dialogue, en tout cas aux discussions. Ça, c'est à condamner. Mais je crois que si on peut reprocher à la CEDEAO un certain nombre de faits, il faut reconnaître que la CEDEAO aussi a fait évoluer a aidé beaucoup au dénouement de la crise. Parce que quand on parle de l'armée régulière, quand le coup d'État s'est passé, l'armée régulière était où? Elle était à faune, elle était silencieuse, elle n'a pas dit un mot. Je crois que si la CEDEAO n'était pas venue et amadoué un peu celui qui avait les rênes du pouvoir en ce moment, il serait assis et enraciné. Je crois que le peuple ou bien la population burkinabé aussi a joué une grande partition donc, dans cette affaire-là. Donc, la CEDEAO a certes commis des erreurs, mais si elle n'était pas là, il fallait la créer. La CEDEAO a sa place dans notre sous-région. Même si on peut lui reprocher un certain nombre de choses, il faut quand même reconnaître que elle a joué sa partition dans cette crise au Burkina. Maintenant, quelle suite pour Diendéré et sa troupe? Je crois qu'aujourd'hui, Diendéré a prouvé que cette troupe-là ne doit pas exister, ne doit pas continuer par exister. Peut-être que avant, on se disait, bon, il fallait aller doucement pour ménager le chèvre et la chou. Donc, mais aujourd'hui, on ne peut plus ménager cela. Et le RSP constitue une menace pour le Burkina, pour cette transition. Et on doit aller vite pour quand même les dissoudre. Maintenant, je crois, pour terminer, il y a aussi peut-être la question de la responsabilité aussi de la transition dans ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut situer les responsabilités et la transition n'est pas blanche. Ou bien elle n'est pas comme un ange dans cette affaire. Elle a commis des erreurs et elle doit savoir. Alors, quelle erreur? Ça dit d'avoir écarté peut-être les non, ça c'est moi je ne trouve pas. Mais c'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas plus fort que quelqu'un, il faut se montrer plus sage ou plus rusé. Vous avez laissé le RSP persister, tenter 2-3 fois de vous renverser. Ça déjà c'est une erreur. Soit vous ne les attaquez pas, vous les oubliez pour continuer la transition jusqu'à ce que celui qui viendra et les fasse partie, ou soit vous les attaquez et vous les détruisez en même temps. Mais lorsque vous attaquez ou bien vous tuez un serpent, comme on le dit au Togo, sans couper sa tête. Voilà, couper sa tête, vous risquez donc de le réveiller et quand il se réveille, il est plus dangereux. Donc ce sont ces petites questions. Le CNT, par exemple, s'est intéressé aux contrats miniers par ici, à des contrats, à des procès par là. Ce n'était pas son rôle. Ce n'était pas son rôle. Il fallait organiser des élections, trouver un président légitime qui puisse venir et faire le ménage dans la maison. Par rapport à ce dernier point, je crois que c'est la classe politique dans tout son ensemble et la société civile qui se sont entendus avec ce conseil provisoire qui ont tracé une feuille de route à la transition. Effectivement. Je ne crois pas que ce soit de leur chef ou de leur gré qui se sont levés comme ça. Parce que le Burkina a une histoire. Eux-mêmes, ils connaissent leur histoire. Ils savent très bien peut-être que si éventuellement ce président qui sort, il peut y avoir des surprises.
et que les dossiers là soient oubliés. Au moins, s'ils arrivent à enclencher le processus, sans avoir terminé, que le président là sait que l'État continue, il faut continuer. C'est en cela que je crois, à mon humble avis, qu'ils ont enclenché ce processus là, surtout le dossier de Sankara, qui dort aujourd'hui. Et par coïncidence, on devait sortir le rapport. La dernière fois, et Djendéré, avec son idiotie, sa sottise, est encore sorti de tout. On va la dernière chose que moi je voudrais dire, c'est vrai ce que Olivier dit, la CEDEAO. Moi, je ne caricature pas totalement en noir la CEDEAO. Vous savez, même quand on parle de la CEDEAO, on veut plus aller à une CEDEAO des nations qui aujourd'hui a du plomb dans l'aile, surtout au niveau des frontières. On reconnaît quand même que par rapport aux autres organisations, la Ligade, la CEMAC, la CENSA, tout ça là, la CEDEAO est en avance. La SADC. Et si la CEDEAO est en avance, c'est parce qu'il y a la volonté pour les peuples, ou peut-être pour les dirigeants d'aller en avant. Mais il y a toujours des stéréotypes. Il y a des malices. Ce matin, je suivais, quand un représentant de la CEDEAO parlait de cette monnaie ouest-africaine, d'ici 5 ans, les chefs d'État se sont donnés 5 ans, d'ici 2020. Pour harmoniser. J'ai applaudi. Encore faudra-t-il que ceux-là qui détiennent toujours le monopole sur le franc CFA, au trésor français, là, ne jouent pas dans l'ombre pour pouvoir casser cette dynamique-là. L'Union africaine pouvait avoir sa monnaie depuis longtemps. C'est ces sbires-là, c'est ces torpilleurs qui sont dans l'ombre. Qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique? Est-ce que ça rend l'Afrique et qui utilisent nos gouverneurs, qui utilisent ASEAN, nos gouverneurs, pour torpiller la volonté d'aller à une monnaie unique. On va revenir même sur la question même de la transition, ou même de cette conférence organisée à Abuja, qui a permis aux différents chefs d'État, c'est-à-dire de la CEDEAO, plusieurs à se réunir à Abuja pour trouver une solution de sortie des crises burkinabé. On a annoncé plusieurs chefs d'État au lendemain pour la cérémonie de réinstallation même de ce gouvernement, et parmi ces chefs on comptait notre président de la République. Mais nous avons eu des informations comme quoi l'avion présidentiel a été refoulé. Je ne sais pas si vous avez également eu cette information à deux reprises. Non, je crois que l'information, vous savez, les réseaux sociaux brouillent de toutes les informations, parfois difficilement vérifiables. Donc, et nous aussi, nous avons cette information. Et à part d'être le directeur du journal Arakiri, je suis aussi agencier. Donc, nous avions quand même fait des recoupements ici à Lomé qui sont avérés, et en tout cas qui n'ont pas été vrais, parce qu'on nous a dit non, que le chef de l'État a préféré ne pas se rendre directement donc à Ouaga, mais il a préféré, et vous savez, il y a le sommet donc de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, donc il a préféré prendre la direction de New York. Donc, qui ne sait pas, il n'a pas fait le déplacement donc de Ouaga. Mais d'autres sources nous indiquent qu'il aurait fait le déplacement et que son avion aurait été donc détourné, ou on lui aurait refusé l'atterrissage. Mais moi, je prends cette information avec des pincettes, parce que c'est la CEDEAO qui a mandaté des chefs d'État, 5 au total si je me trompe, donc d'aller au chevet du peuple burkinabé. Nous avons appris qu'il y avait un premier avion qui avait été refoulé. Le premier avion. Oui, il y a aussi cette information-là, que comme quoi il y avait un avion au lendemain du putsch, ou bien 2 jours après le putsch, qu'il y avait un avion donc togolais qui a voulu atterrir et qui a été refoulé. Il y a la même information concernant un avion ghanéen, donc avec l'aide du camp donc du président ghanéen qui voulait atterrir aussi, qui a été refoulé. Bon. Tout ça là sont des informations, mais l'essentiel c'est que la CEDEAO a mandaté des chefs d'État pour aller donc au chevet du peuple burkinabé. Et il y a 3 qui se sont déplacés, je crois. Il y a Iboni, il y a eu aussi le Ghanéen, John Mahama, et puis le 3e, je ne verrai Yissifou, le Nigérien. Donc, mais Bouhari n'a pas été, et puis Foy Sibé aussi n'était pas du groupe. Qu'est-ce qui a fait que les 2 présidents ne se sont pas rendus? On n'a pas des éléments de réponse. Peut-être nous espérons peut-être que la présidence va nous éclairer sur ce que moi j'ai appris par rapport au premier avion qui avait été refoulé. C'est pas seulement un avion ghanéen. Le Togo avait aussi son avion refoulé. Effectivement, c'est ce qu'on disait. Moi, je suivais le confrère Alpha Bari dans une émission sur RFI qui disait que l'aide de camp, quand ça chauffait, le président de la République togolaise a envoyé son aide de camp pour aller tenter une médiation. Il a été refoulé. Mais pour la dernière information concernant l'avion présidentiel, qui serait... Ce matin, j'ai appris le contraire.
Mais ce qui est remarquable, c'est que Fagne Gnassingbé n'a pas été sur les lieux. Vous savez, cette histoire-là du Burkina compte aussi un aspect géopolitique. Voilà. Parce que, demandez-vous pourquoi Ouattara ne s'est jamais montré. Il ne peut même pas. Il ne s'est même pas impliqué. Il ne sait même pas, il ne pouvait même pas. Pourquoi? Parce qu'il a Parce accueilli que Ouattara. beaucoup redoutent sur ce monsieur qui d'abord, il est le répondant direct des intérêts français en Afrique francophone. Voilà. Ça, c'est clair, en dehors de Sassou Nguesso qui est dans l'Afrique centrale. Voilà. Mais aujourd'hui, le Togo même est redouté parce que quand ça s'est passé la première fois, ce coup d'État là. Le Togo n'est pas un monstre. Non, le Togo n'est pas un monstre, mais en matière militaire, il faut peut-être le redouter. Je ne voudrais pas aller loin. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que n'allons pas loin. Quand ça s'est passé avec le soulèvement, le premier du 14 octobre, on avait accusé certains milieux militaires togolais d'avoir infiltré les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai? C'est une réponse. Voilà, donc tout ça là, le peuple burkinabé et nos officiers togolais. Il y a des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis, mais il y a une guerre là qui est latente. Voilà. Donc, je ne crois pas que les peuples burkinabés aimeraient voir dans cette situation un avion écrit togolais là-dessus, alors que le Togo et le Burkina, en matière de peuple, n'ont aucune guerre entre eux. Voilà. Donc, c'est dire qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les leçons doivent être tirées de cette situation et même revoir la fonction militaire en Afrique. Voilà. Ça, je le disais la dernière fois. Il faut revoir la fonction militaire. Est-ce que les militaires sont là pour les intérêts d'un chef d'État ou d'un groupe de personnes, ou les militaires sont là pour les intérêts républicains, c'est-à-dire les intérêts des peuples? Il faut revoir ça. L'intégrité territoriale. Il faut revoir ça. Voilà. Nous allons rester toujours sur... nous allons revenir plutôt au Togo avec le sommet de l'Union de la sécurité maritime et du développement qui a été annulé. Ça a eu beaucoup de conséquences parce que beaucoup d'hôteliers, beaucoup de prestataires de services sont endettés pour pouvoir répondre à tout cela. Mais là, le sommet a été reporté à une date sine-die. C'est des conséquences. On regrette quand même cela, Olivier Dia. Non, je crois que dans la vie, il y a toujours des conséquences pour tout ce qu'on fait comme acte. Et que ça soit positif ou négatif, il y a toujours des conséquences. Le sommet avait des conséquences aussi, voilà. Que ça soit positif ou négatif, si ça avait lieu. Voilà. Et lorsque ça n'a pas lieu, ça a aussi des conséquences positives ou négatives. Parce que certains vous diront, bon, ça n'a pas eu lieu, on est content. Surtout dans certains milieux politiques, on se frotte les mains en disant que bon, on a gagné. Moi, je lisais, je crois, hier, un journal qui est revenu sur le sommet et qui a dit même qu'au sein même du gouvernement, il y a des gens qui étaient opposés à la tenue de ce sommet-là. Pour des intérêts égoïstes, pour des questions de concurrence, voilà. Et de visibilité. Donc, pour des questions aussi de mercantile, voilà, donc bien mercantiliste, parce que les gens se demandent pourquoi ce n'est pas nous qui sommes devant, pourquoi ce n'est pas nous qui négocions ceci, pourquoi, voilà. Donc, il y a vraiment des conséquences ou des intérêts partout avec les conséquences. Est-ce que c'est normal quand l'intérêt du pays est en jeu? Oui, normal. Ce n'est pas du tout normal. On le condamne, mais l'être humain est ainsi fait. Que ce soit au Togo ou ailleurs, ça se passe pratiquement comme ça. Les gens sont guidés toujours par leur intérêt égoïste. Voilà. Parfois c'est trop et c'est visible, parfois bon c'est moindre. Mais aujourd'hui, quelles sont les conséquences? Oui, certains ont quand même engagé des fonds pour rénover leurs hôtels, d'autres pour se préparer donc à accueillir les 5000 personnes qui ont été annoncées en faisant donc en tout cas des commandes de produits ou du moins en se préparant pour accueillir ce sommet. Bon, aujourd'hui, tout ça n'a pas lieu. Mais moi, à mon avis, il n'y a pas encore lieu de crier, donc, ou bien en tout cas d'être abattu totalement, parce que selon les informations officielles, le sommet n'est pas annulé, le sommet a été reporté. Ouais. Donc, et l'Union africaine, qui est l'organisatrice de ce sommet, puisqu'il faut aussi noter que le Togo accueille le sommet, mais le sommet, normalement, c'est le sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Il ne faut pas oublier tout ça. Donc, l'Union africaine, qui est une instance que nous respectons, n'a pas encore sorti un communiqué officiel en disant que désormais, le sommet n'aura plus lieu à Lomé. Peut-être ça va arriver, mais on espère que ça aura lieu au Togo et que les dépenses qui ont été engagées seront, ou bien vont être récupérées avec la tenue de ce sommet qu'on annonce pour le premier trimestre de l'année 2016. Voilà. Ambroise Ponjo? Oui, nous au début, moi j'avais été dubitatif sur l'opportunité même de ce sommet. En dehors de ce que cela pourrait rapporter à certains hôteliers,
et surtout le fait de réhabiliter certains anciens hôtels. Cela m'en réjouit. Mais je me posais la question, est-ce que les Togolais aujourd'hui ont plus besoin d'un sommet sur la mer, parce qu'aucun Togolais ne vit sur la mer actuellement, alors nous parlons. Mais ce que je sais aussi, c'est que les Togolais ont plus de préoccupations dans leur quartier, les braquages, les voleurs de poules, les voleurs, des braquages, les gens volent les télévisions, les véhicules, tout ça là. Vous garez votre véhicule, vous arrivez du service, vous garez votre véhicule, en attendant que la bonne ou la domestique vienne ouvrir votre truc là, vous êtes déjà assailli. Voilà. Donc tout ça là, les Togolais, oui, c'est pourquoi je salue en interne les initiatives du ministère de la Sécurité. Mais au-delà de ça, le Togo, il y a d'autres États qui ont plutôt besoin de se sommer. Le Nigeria vit plus ces histoires de piraterie que le Togo. La Somalie, l'Érythrée, c'est des gens qui sont au quotidien avec les pirates. Certes, le Togo peut organiser un sommet, si réellement, et je doute aussi sur cette information selon laquelle c'est l'Union africaine. L'Union africaine ne peut pas positionner, présumer, organiser un sommet et l'annuler comme ça. Non, il n'a pas annulé, il n'a pas été annulé. Je peux croire. Selon les informations officielles, a été reporté. Voilà. Ça, c'est vous qui le dites, c'est reporté. Non, c'est les informations officielles. Voilà. Ça, c'est officiel. Et on sait comment ce qui est officiel au Togo. À tout moment, ce sommet ne pourrait jamais avoir lieu, voilà. Même à 10 ans. La preuve, l'investiture dont on a parlé de Faure Gnassingbé, ça n'a jamais eu lieu. Moi, j'ai appelé ce sommet un sommet de légitimation de Faure Gnassingbé. Voilà pourquoi. Qui n'a jamais encore vu venir des chefs d'État après son élection lui avaliser. Parce que, actuellement, alors nous parlons, c'est un monsieur qui veut que les amis chefs d'État viennent d'abord pour confirmer que nous avons gagné. Est-ce que la venue des chefs d'État va légitimer son légitime? D'abord, pourquoi l'investiture n'a pas été organisée? Voilà. Ça, je n'en sais rien. Mais ce sommet aussi, c'est toute l'Union africaine. Ça aurait été assez déhaut, ça aurait pu été facile parce qu'il y aura 5 au moins chefs d'État qui seront présents. Il faut voir aussi le calendrier. Peut-être c'est au cours d'un sommet de l'Union africaine que le Togo a proposé d'accueillir un sommet parce que beaucoup sentaient la nécessité d'ouvrir un chemin sur cet aspect de la chose, l'insécurité sur la mer. Maintenant, le Togo a dit, bon, ok, je pourrais l'organiser. Et ça même jeté à l'eau, de le faire, peut-être même à faire des frais. Les dégâts collatéraux que cette organisation a créés, ou est en train de créer, c'est ceux-là qui ont fait des prêts à la banque, les hôteliers, qui ont, par tout bout de champ, parce qu'ils ont été reçus plusieurs fois par le ministre du Commerce, pour rénover les hôtels. L'argent là, qui va payer ça? Cette facture va dormir dans les tiroirs, mais les banques ne vont pas dormir, ils vont avoir leur argent, ça c'est clair. Maintenant, c'est devenu un fonds de commerce. Au Togo, vous savez une chose, quand ces histoires de sommets, de réunions ou de conférences arrivent là, il y a des gens qui sont là, il y a un réseau qui est là, qui profite de tout ça, parce que prend ça comme un fonds de commerce. On va chez tel ministre, monsieur le ministre, il y a le sommet, nous voulons organiser une rencontre avec les chefs traditionnels pour sensibiliser les opinions. Nous voulons 2 millions. Il y a encore d'autres personnes, d'autres jeunes qui vont chez des DG, nous voulons 10 millions parce que nous voulons organiser une caravane pour sensibiliser l'opinion sur le sommet. C'est à quoi le sommet là, hein? Maintenant, ces gens-là, tout ça là, c'est tombé à l'eau. Ce que je dis, c'est vérifiable. Ça est devenu un fonds de commerce. Donc je dis que le seul satisfait que moi j'ai gagné du lancement de l'organisation du sommet, c'est l'hôtel de février. Cet hôtel, je l'ai quitté en 2007. Et aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais mis pied. Je me réjouis qu'au moins, par ce sommet-là, on est en train de réhabiliter cet éléphant blanc. Et pourquoi éléphant blanc? Bon, ça c'est il a permis de faire. Oui, au moins, c'est un éléphant blanc qui me réjouit aujourd'hui. Voilà. Parce que ça faisait la fierté du Togo. J'allais dire que quand vous allez à Dubaï, je ne suis jamais allé, mais on le dit souvent, la tour la plus élevée au monde, c'est ça. Oui. Entre les puissances même, il y a un jeu de pouvoir entre les tours. Les deux construits actuellement au niveau de Walt Disney. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité, la tour est faite, tout ça là. Donc le Togo, dans la sous-région, je crois que c'est le bâtiment le plus élevé. Quand vous allez au quartier Plateau, il y a un bâtiment élevé, mais je crois que ce soit plus élevé que le 2 février. Donc, pour revenir aux affaires, c'est pour vous dire que en réalité, ce sommet-là ne devait pas être organisé. J'aurais préféré. D'abord, je voudrais encourager Faure Gnassingbé à aller, mais il pourrait organiser un sommet, par exemple, sur la sécurité alimentaire, le changement climatique. C'est un sujet de l'heure. C'est-à-dire organiser pour tous les États africains avant le sommet de Paris, de la COP 21. Ça, je vous dis que même la France pourrait financer. Est-ce que c'est le thème retenu pour le sujet qui cause problème? Moi, le thème même me pose problème. Parce qu'il y a d'autres priorités ailleurs, là. C'est-à-dire que le Nigeria. La sécurité maritime est importante également. Le journal Indépendant Express a parlé de sabotage, que certains ont critiqué. Je crois que ce journal aussi, ce qu'il a écrit, mérite d'être bien vu à la loupe. Parce que certains chefs d'État qui peut-être aimeraient que ce sommet-là soit organisé parce qu'ils sont plus menacés par l'insécurité maritime, ne voient pas d'un bon oeil ce sommet qui sera organisé par le Togo à quoi se tirer dans une affaire de sécurité maritime. Olivier Adjien. Donc un peu se poser question. Je crois que mon confrère, il a raison sur certains points,
Mais sur peut-être le point où la nécessité d'organiser un sommet sur la sécurité maritime au Togo, je crois que il faut prendre cette nécessité-là avec toute la hauteur possible, parce que, vous savez, qu'est-ce qui arrive dans notre pays aujourd'hui qui ne passe pas par la mer? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons dans ce studio, par exemple, qui n'est pas passé par la mer pour nous arriver? Je crois qu'au Togo, 90% des importations passent par la mer. La mer a une importance capitale pour nous. La voiture, les armes que les soldats, je sais pas, les forces de l'ordre qui vont assurer la sécurité aux populations, les armes qu'ils vont utiliser passeront par la mer. Les véhicules, oui, mais la plupart, c'est-à-dire dans notre pays, on prend le cas, certains ont des cargos qu'ils amènent, mais le transport maritime représente plus de 90% du transport de marchandises et de biens dans notre pays. Alors, si on s'intéresse à cette question-là, où les pirates vont attaquer les bateaux marchands, où le commandant du bateau du navire Gascogne, qui est un Togolais, M. Akolor, a été pris en otage dans nos eaux, dans les eaux ivoiriennes par les pirates nigérians, et qui ont volé le carburant ou toute la cargaison. Pompé. Dans nos eaux, il y a la question de la grande criminalité, et le crime organisé, le transport de drogue, le transport des produits illicites, et le trafic de personnes, d'humains. Tout cela pour dire que c'est vraiment important. Il faut prendre la mesure de la chose. Je crois que ce n'est pas un sommet comme tout sommet, c'est un sommet important, non seulement pour notre sous-région, mais pour toute l'Afrique. Parce que l'Afrique même, en Afrique, la plupart de notre économie, on tire soit par la mer, c'est-à-dire quand je parle de transport maritime des marchandises, ou la pêche. Donc on parle aussi de la pêche illicite. Les bateaux européens, les bateaux de grandes puissances viennent vider nos océans de leurs poissons. Voilà. Vous comprenez? Mais autre exemple que j'aimerais quand même donner, et qui est très important, c'est la migration. L'immigration de nos jeunes. Voilà. Où est-ce qu'ils passent la plupart du temps? C'est dans les pirogues, donc artisanaux, ou bien artisanales plutôt, donc vers l'Europe. Le Togo n'est pas trop touché par ce phénomène. Oui, mais il y a combien de Togolais le sommet maritime, voilà. C'est pourquoi il a dit le sommet sur la sécurité maritime. C'est le sommet de l'Union africaine. Voilà. Donc c'est pour dire que ce sommet-là, on ne peut pas comparer ce sommet, on ne peut pas en tout cas minimiser cela. Voilà. Maintenant, et il faut encore mettre l'accent là-dessus. Pour le moment, officiellement, c'est un report, ce n'est pas encore une annulation. Les investissements, et il a dit si bien, il y a l'hôtel du 2 février qui est en train d'être rénové. Un éléphant blanc selon vous? Oui, non, moi je n'ai pas les informations et les preuves qu'il a avant d'avancer cela. Non, un éléphant blanc, qu'est-ce qu'on met dans... 1 milliard du phosphate là. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans le terme éléphant blanc? Peut-être que ce sont des détournements. Non, ce sont des... On va parler à tout de rôle. Voilà. Donc les investissements, je crois que si on parle d'éléphant blanc, ça veut dire que on a mis de l'argent dans quelque chose qui ne rapporte pas. Qui ne rapporte pas. Mais aujourd'hui, il a dit que le TED de février fait notre fierté. Le TED de février est en train d'être rénové pour ce sommet-là. Et même si ce sommet n'avait pas lieu par extraordinaire au Togo, ça servira quand même pour peut-être d'autres rencontres, pour des gens qui voudront se loger là-bas. Ceux qui ont rénové leur hôtel, ils ne vont pas fermer ces hôtels. Les gens vont venir dormir parce que ça a été rénové ou parce que ça... Voilà, pour d'autres raisons. Mais je crois que ce sommet avait son importance, même si on peut critiquer de gauche à droite des gens qui voudraient récupérer cela pour leur intérêt particulier, des gens qui voulaient donc que ça capote pour leurs intérêts particuliers, mais quand même, il ne faut pas, à mon sens, dire que ce n'est pas... Voilà, on n'a plus le temps. Rapidement, on n'a plus le temps. C'est-à-dire que il semble que même les premiers responsables de l'État ont été même surpris. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y a un entourage du chef de l'État qui ne dit pas forcément la vérité jusqu'à même à 5 jours. Du sommet de l'annulation. Le Premier ministre... Ou du report, pardon. Du report, parce qu'officiellement, c'est du report. Le Premier ministre était venu au niveau du hôtel de février. Tout est prêt, tout est là. Donc, le chef du gouvernement n'avait pas l'information. Et ça, c'est le 2, c'est que même si on organise ce sommet qui plaît à certaines personnes, mais qui ne plaît pas à certaines personnes, est-ce que vous êtes sûr que les suites, après le sommet là, la facture, qui va payer la facture? L'Union européenne. Non. Détrompez-vous. Quelle Union africaine? Elle a contribué à l'organisation.
Après avoir organisé ce sommet, ce qui se passe sur les mains, tel que mon ami le disait, est-ce que vous pensez que les gens vont s'en occuper? C'est fini. Peut-être même, ils ont même attiré ils vont même, comme on attire les mouches par le miel, ils vont même attirer même les pirates. C'est ça, Olivier ne va pas faire thématique. Et ça arrive souvent. Donc ceux qui ont été convoyés par des billets, par avion, à travers des billets que le Togo lui-même a achetés, ceux qui ont pris des perdièmes, les conférenciers qui ont pris de l'argent là, eux, ils vont partir. Nous, on va souffrir de ces mouches-là qui viendront autour du miel. C'est ça. C'est ça les réalités. Voilà. Je vais proposer, chers invités. Non, mais je crois que c'est caricaturé. Voilà, on va avancer avec ce nouveau problème au sein de la presse togolaise. Après l'arrestation et la libération du confrère Bonero, on a appris que 2 de nos confrères sont à nouveau dans le collimateur de la justice togolaise. Il s'agit des confrères Abi Alpha, du journal Rendez-vous et Zeus Asiadovo du quotidien Liberté. Nous avons appris en milieu de semaine qu'ils ont été convoqués par la RAC le vendredi par la direction générale de la police togolaise. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce normal que par exemple, la DPJ puisse convoquer un organe? Vous savez, moi, tout ça là me fait rire souvent. Nous sommes au Togo. Et quand nous critiquons certains, parce que ce que nous disons le matin, ça se vérifie toujours le soir. Ce sommet-là, nous on avait annoncé ça depuis. On doutait sur ça. Voilà qu'on a annulé. Cette histoire de... Quand un journaliste fait du bon travail, je crois que la meilleure des choses, c'est de l'encourager. Un journaliste ghanéen a fait un bon travail la dernière fois. Il a fait une enquête investiguée sur le cas de corruption dans les milieux des magistrats pendant 4 mois. Et il a même envoyé un courrier après qu'il ait fini tout son dossier, il a envoyé les preuves, un courrier au président de la République. Vous savez que ce que le président a fait, les officiels ont fait, ils ont d'abord suspendu ces magistrats et ils seraient actuellement au front avec la justice. Et on veut encore dénicher d'autres personnes qui sont liées. Est-ce que c'est possible dans le cas de... Parce qu'on connaît tous les problèmes dans la justice. Je ne crois pas que ce soit possible. Voilà. On essaie d'habiller les choses, mais on fait autre chose. Voilà. Quand le documentaire sur les prisons a été publié, vous savez ce qui s'est passé. Même ceux qui sont au niveau du service de renseignement m'étaient même étonnés que ce soit eux qui s'en occupent dans cette histoire. Un journaliste fait son travail. L'article que les confrères ont écrit, je serais à la place de la HAC, j'aurais peut-être dit à ceux-là qui portent plainte, si c'est les 2 ministres, d'aller au niveau de la justice. Parce que les cas des délits de plainte se traitent au niveau de la justice. Ils l'ont même déjà fait. Pourquoi maintenant la DPJ s'en occupe? Et je serai le chef de l'État. Actuellement, il serait au courant. S'il est au courant, il doit plutôt chercher ses services de renseignement, la justice et la commission anticorruption d'aller enquêter réellement sur ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Parce qu'on parle d'une commission de 10 milliards. Hein, ça, je n'en sais rien. 10 milliards, effectivement, d'après le journal. Quand vous êtes journaliste et que vous n'avez pas l'information, vous n'écrivez pas. Voilà. C'est parce que quand c'est écrit, c'est parce que les gens ont des informations. Effectivement. Donc quand les gens ont des informations et ils ont écrit, le président, le chef de l'État, si ce n'est pas le chef du gouvernement, doivent tout faire pour investiguer ce qui s'est passé réellement. Voilà. Si c'est même 1 milliard, les gens peuvent écrire 10 milliards, même si c'est 1 milliard, déjà il y a problème. Il faut chercher à débusquer ces gens qui ont foutu là. On sait ça, hein. Il y a des ministres puissantissimes, ils sont puissants, des gens qui étaient oubliés dans un tiroir, se sont réveillés un beau matin, devenus ministres d'État, tout ça là, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Un beau jour, ils vont chuter, ils vont tomber. Et quand ils vont tomber, ils n'auront personne pour les secourir. Voilà. Aujourd'hui, on parle de 10 milliards. Qui sait ce qui s'est passé par le passé? Les marchés gré à gré, ça existait dans ce pays. Même la commission, l'autre là, la commission de régulation des marchés publics là, dans son rapport, ça a été clair. Qu'il y a des marchés gré à gré qui se poursuivent, qui ne passent même pas par eux. Alors ça veut dire qu'ils ne font pas le travail. Qui ne fait pas son travail? Ils ont des prérogatives pour faire le travail. Comme je parle de la RTP. La RTP a fait son travail. Vous savez, les menaces qui peuvent peser sur ces gens-là. Mais moi, je les encourage à continuer. Ils ont fait leur travail. Ces ministres-là, si c'était blanc concrètement, je serais à leur place, je me tairais concrètement. Parce que aucune commission anticorruption n'a jamais encore enquêté sur cet article-là. Encore moins, la justice doit s'auto-saisir. Il y a une commission, mais il y a une commission, mais qui ne travaille pas parce qu'on ne voit pas de quoi il s'agit. C'est parce que tout le monde pratiquement. Voilà. Je suis certain que beaucoup de personnes même sont impliquées dedans. Si la commission travaillait, on ira peut-être jusqu'au sommet. Voilà. Et les têtes peuvent tomber. Olivier Adjaye, on parle de... c'est la peur là qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'incriminer des journalistes qui n'ont fait que
faire leur travail. Voilà. On parle de 26 milliards pour la construction de la route, la route Colombe de la Paix, le tronçon Colombe de la Paix, aéroport, 26 milliards, mais 10 milliards de détournés par rapport. On met en cause le ministre Ayassor et le ministre Nissaou Nyonfam. Non, je crois que c'est la route qui va de Vaughan. En tout cas, qui va à Vaughan, part donc qui part de la ville ici, et au niveau de Saint-Jo, effectivement. Donc le boulevard Jean-Paul II, je ne me trompe pas, jusqu'à Vaughan. Donc, vous savez, le boulevard est en train d'être rénové. Mais ça n'avance pas. Oui, ça n'avance pas. C'est ce qui a attiré certainement l'attention des journalistes, parce que vous savez, c'est un tronçon que les gens empruntent beaucoup, effectivement. Surtout ceux qui vont vers l'est donc du pays, Vaughan, Tabligo, etc. Les gens passent surtout par là parce que c'est plus court et plus rapide. Donc, et maintenant la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir quel intérêt la DPJ a donc à intervenir dans cette affaire-là, parce que si on se limite au problème ou à un délit de presse, simplement, je crois que les lois sont là et les lois sont claires. Donc je crois que c'est la HAC ou soit l'OTM qui doivent connaître de l'affaire, parce que sont les journalistes, on leur reproche un délit dans le cadre de leur fonction ou dans le cadre de leur travail de journaliste. Donc selon le code de la presse, c'est la procédure à suivre, et nous savons que dans notre pays les délits de presse sont dépénalisés. Alors entre dépénalisation de ces délits de presse et la DPJ, quel est le lien? Est-ce que la DPJ, ce n'est pas donc un service donc de la police qui s'occupe des criminels, qui fait des enquêtes approfondies dans des questions criminelles? Bon, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que ce n'est pas la place des journalistes là-bas. Quoi qu'on leur reproche, parce que je ne veux pas aller dans le fond de l'affaire, étant donné que je ne maîtrise pas encore le fond de l'affaire et je n'ai pas les preuves pour soutenir ce que je dis. Mais je crois que le journaliste a une fonction d'éveil de la nation. Et lorsque un journaliste attire l'attention des décideurs sur un certain nombre de faits, il faut quand même ouvrir des enquêtes et voir et situer les responsabilités avant de dire qu'ils ont menti ou ils ont dit la vérité. Je crois ici, à mon en tout cas à ce que je connaisse et sache, c'est qu'il n'y a pas encore d'enquête approfondie, parce qu'on reproche à des personnalités d'État, pas des moindres, le ministre des Finances, de l'économie et des Finances, l'une des plus puissantes personnalités du Togo, et le ministre des Travaux publics, qui serait impliqué dans une affaire de rétrocommission, qu'il y a 26 milliards de francs CFA qui ont été donc octroyés. Mais ils ont réclamé, selon l'article 1, ils auraient réclamé 10 milliards, alors que l'État n'a avancé à l'entreprise qui s'occupait de ce travail que 16 milliards. Mais ils ont déjà précisé les 16 milliards, leurs 10 milliards de commission. Selon l'article, je précise encore bien. Donc, maintenant, étant donné que l'article, ou bien les journalistes ont fait cette enquête et ont révélé cette information, il revenait à la DPJ d'ouvrir une enquête sur la question, pas de convoquer, non, mais d'ouvrir d'abord une enquête, de vérifier ce qui a été dit dans la presse. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est faux, de convoquer maintenant, ou bien d'accepter les plaintes et de convoquer les gens. Mais je crois qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs, et même les bœufs, la charrue, on n'avait pas besoin de charrue, parce que la HAC a été saisie par ces mêmes personnes. Ces ministres ont saisi la HAC. Et au même moment qu'ils saisissaient la HAC, ils ont en même temps saisi la police judiciaire. Donc je crois qu'il y a un problème sur la forme. À mon sens, la forme, moi ça me gêne, parce que en tant que journaliste, nous sommes des chiens de garde et surtout des veilleurs de la cité. Nous disons des sentinelles. Donc nous disons qu'il y a un problème. Maintenant, c'est à ceux-là qui sont en charge de travailler à la moralité, à moraliser la vie publique. C'est à eux maintenant d'ouvrir des enquêtes sur ces questions-là et de voir si ce que le journaliste a dit est faux ou vrai. Maintenant, si c'est faux, là, le journaliste doit répondre, parce qu'on nous exige d'avoir des preuves de ce que nous disons, de faire ci, de faire ça, selon la déontologie. Mais ce n'est pas devant les corps habillés, ni moins devant les... Daniel, je pense que c'est pour intimider les confrères. Ces histoires-là, il faut qu'ils cessent de faire ça. Il ne sert à rien d'intimider. Ce que je viens de dire, pratiquement, c'est ce que Olivier a dit. C'est le lieu même
que ces messieurs-là, c'est sur ceci de l'affaire, de faire une enquête. Que certainement, c'est une chose que les journalistes sont en train de révéler. Ces deux-là, messieurs-là, ont certainement leur réseau. Ils peuvent activer leur réseau pour pouvoir brûler les cartes. Jusque-là, moi, je considère qu'ils sont blancs. Hein. Mais eux-mêmes, ils peuvent même demander à ce qu'on fasse une enquête pour voir si effectivement ce qu'on leur reproche est vérifié. Pourquoi ils ne le font pas? Au lieu de rester dans un couloir pour intimider des gens. Et c'est surtout une enquête qui est facile, parce que c'est très facile. Il y a un troisième larron dans cette affaire-là, c'est monsieur l'entrepreneur effectivement. De Seco. Voilà, Seco Group. Mais c'est lui qu'on cite, comme quoi il aurait accepté le deal. Et après, il se rend compte que ça ne l'arrangeait pas, et il a décidé de ne plus continuer. Mais c'est la plus simple des manières. Les travaux même sont suspendus sur cette Pourquoi ce ne serait pas suspendu? Voilà. Quand les gens, selon ces articles-là, se tireraient sur des milliards. Et pourquoi alors? Parce qu'ils ont entamé, ils ont creusé les caniveaux, mais jusqu'à 2 ou 3 mois, c'est toujours comme ça. Et vous voulez que les journalistes, ça n'attire pas les journalistes? D'abord, ça empêche beaucoup de gens d'emprunter la voie là. Effectivement. Voilà. On va avancer avec le tout dernier sujet. Nous espérons quand même que les choses soient faites dans la règle de l'art. Oui, parce que premièrement, c'est un conscience, mais que ça plaise ou ça ne plaise à personne. Nous espérons que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Nous allons parler du dernier sujet que nous avons retenu cette semaine, c'est l'opération Kwasi Aboka. C'est comme ça que certains confrères la surnomment, parce qu'ils cassent tout aujourd'hui à Lomé. Mais ça inquiète, Olivier Adia, parce que c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que, en tant que propriétaire, par exemple, d'une maison, je ne serais pas sympa de gaieté de cœur et avec joie que je vais assister à la démolition de cette maison. Donc, c'est inquiétant sur plusieurs plans. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que le droit et la loi est avec lui? Si le droit et la loi est avec lui, il n'y a pas de problème. Si les procédures sont respectées, parce que on est dans une république, la république a des procédures pour un tel ou bien toute situation. Donc si Aboka respecte la procédure et qu'on vérifie que le droit et la loi est avec lui, je veux dire que ceux-là qui ont occupé les terrains, dont l'ont occupé de façon illégale et qui ne sont pas ils n'ont pas en tout cas respecté les délais de mise en demeure. Bon, ça c'est possible, mais il faut aussi voir au-delà de tout le côté social et humain. Parce que ceux qui ont détruit dans ces maisons, ce sont aussi des Togolais. Et l'État a une obligation vis-à-vis d'eux aussi. Maintenant, quand on casse ces maisons à tout vent, où est-ce qu'on va les loger? Comment ils seront logés? Même s'ils ont occupé ces terrains illégalement, je crois que quand on vient casser, on doit au moins leur permettre d'avoir un toit au-dessus de leur tête pour un certain nombre de temps. Si c'est 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois pour trouver ailleurs, on ne peut pas les jeter dans la rue comme ça. Je crois que moi je parle du plan social, humain et moral. Maintenant, sur le plan légal, si Aboka et ses services ont respecté la loi et le droit, il n'y a pas de problème. Voilà. Et Ambroise? Moi, je crois qu'Olivier a pratiquement tout dit. Ce qui est certain, c'est que la légalité, quand vous êtes logé sur une réserve administrative ou sur une voie, vous êtes mal logé. Mais est-ce que ça ne revient même pas? Ça ne revient pas de la responsabilité de l'État? J'arrive. De prévenir? J'arrive. Mais il se fait que la légèreté même dans le fonctionnement des services du cadastre et de l'urbanisme, au niveau des expropriations, au niveau des falsifications, de la tracée même de certaines voies, comme la dernière fois, celui de Saint-Jean, de la route là, l'a démontré, et ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Je crois que j'ai dit la dernière fois que ces messieurs-là, il faudra tous les sauter là-bas. Du DG jusqu'au dernier planton doivent quitter les lieux pour qu'on puisse le remplacer. Mais le planton, il aussi serait complice. Il est planton. C'est pour vous dire que un monsieur qui vient souvent à la radio parler là, lui, c'est que des problèmes pour rien. Moi, j'ai fait mes enquêtes. Il n'est même pas aimé dans son milieu là-bas au niveau de l'urbanisme, du cadastre. Le DG habille l'envoi, il vient de raconter des conneries, et après, c'est pour créer des frais inutiles à l'État. Comment on peut travailler comme ça? Pour le cas Aboka, je crois que Aboka ne se lève pas un bon matin pour travailler.
C'est vrai que certains peuvent lire du zèle. Quelqu'un confrère m'a dit que vous le voyez avec vous le voyez avec un chapeau, comment vous l'appelez, un chapeau melon, tout ça là, tout ça. Mais Aboka ne fait que faire. Il casse au nom du président de la République. Oui, c'est vrai que à première vue, c'est antisocial. Casser les maisons, c'est antisocial. Et sans indemnisation. Parce que les propriétaires ne se sont pas levés un beau matin pour aller construire. C'est les humains véreux là et les collectivités mal éveillées qui ont créé ces problèmes-là dans ces collectivités. Et au même moment, mais les gens ont besoin de voies pour aller au service. Les gens ont besoin de voies si éventuellement un incendie se passait dans le milieu. Ça aussi, les gens doivent comprendre cela. Oui, mais au même moment. Ambroise, est-ce que ça ne relève pas de la responsabilité de l'État? L'État a failli. Voilà, effectivement. L'État a failli depuis des temps immémoriaux par rapport à cette histoire du foncier. Voilà. Et je vous dis que même quand Maître Gbagbo disait que le Togo a raté sa révolution, la prochaine révolution viendra du foncier. Ça, je vous le garantis. En ne réglant pas les problèmes sociaux, en ne réglant pas, en n'indemnisant pas des gens, même si les gens ont construit sur une route, ce n'est pas eux qui ont demandé à construire sur une route. C'est les services du cadastre qui les ont mis dans cette erreur-là. On n'exproprie les gens, on les retrocède d'autres parcelles, on ne les invite même pas, on ne leur dit pas, d'autres personnes ont déjà construit, et c'est du n'importe quoi. Il faut que l'État revienne à de meilleurs sentiments. Moi, je n'accuse pas Aboka. Aboka travaille avec des papiers bien légués. Sauf que quand on parle de sommet sur la sécurité maritime, on va casser des baraques dans tout ça. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que le fait même de... Mais je dis que Aboka a souvent des papiers signés, des arrêtés. C'est en fonction de ça que Aboka travaille dans tout. S'il n'y avait pas ce monsieur Aboka, s'il n'avait pas été vigilant de faire les voies d'Agoué, tout ça là, on n'aurait pas de belles voies aujourd'hui. Mais je dis que ils n'ont qu'à intégrer dans leur processus, dans leur fonctionnement, même si les gens ont été illégalement logés sur une réserve, si c'est 10 millions, au moins si c'est 1 million qu'on leur donne pour aller trouver des clés quelque part pour faire quelque chose en attendant, on pourrait au moins travailler la solution sociale. Ça pose un problème. En réalité, c'est le problème de la responsabilité de l'État par rapport à ces manquements. Oui. Parce que lorsque l'État commet une erreur, est-ce que c'est les populations qui doivent subir les conséquences de cette erreur? Non, je crois bien. Mais dans notre pays, on a l'impression que c'est ça qui accourt. Parce que quand vous parlez de réserves, de réserves administratives, etc. Mais les réserves sont vendues au vu au sud de l'État. Des chefs traditionnels. Des chefs traditionnels. Les réserves sont vendues et les gens viennent occuper. Parfois même, il y a des routes où des responsables qui sont du cadastre, des responsables de la préfecture, des responsables de la mairie passent sur ces routes-là. Ils voient des gens s'installer, construire donc des bâtiments là où il y a des réserves. Ils ne leur disent rien. Les gens se sont installés sur des réserves pendant 30 ans avant que l'État ne se réveille, que les services d'Aboka ne se réveillent un beau matin pour dire non. Mais ils étaient où? Ils étaient où? Vous laissez les gens s'installer allègrement et après vous venez réagir. Même si c'est légal, il faut quand même voir le côté social. Il faut toujours insister sur ça parce qu'on ne peut pas déloger. Aboka, il casse son nom du chef de l'État. Il a quoi? Il casse son nom du chef de l'État. Non, toi aussi. Mais c'est ce qu'il dit. Non, c'est parce qu'il est membre du Parti unique. Bon, tout ça là, c'est politique. Mais nous parlons du travail que le gars est en train de faire. Oui, mais ça ne devrait pas se faire autrement. Parce que mettre toutes ces personnes dans la rue. Dans 20 ans, nous risquons dans 5 ans, nous risquons de ressembler à Accra. Vous êtes dans un embouteillage monstre. Vous quittez la maison à 7h, vous risquez d'arriver au service à 10h. C'est-à-dire qu'avec cette grande voie-là, au moins, on pourrait gagner quelque chose. Oui, mais on salue tout ce travail. Oui, ce qu'Olivier dit de pertinent, c'est que en réalité, on ne pense pas trop au côté social. Moi, j'ai fait mes enquêtes et je crois qu'ils ont intérêt parce que désormais, les zones qui ne sont pas encore approuvées là, c'est parce qu'ils sont en train de casser dans les zones approuvées. Ils ont même peut-être eu chaud la dernière fois au niveau de Sabado. Mais c'est un CG ou c'est un lycée qui a été prévu là-bas. Je suis désolé, c'est une réserve administrative. Et des fois même, ils prennent, avec des erreurs là, des fois, au moins ils prennent la charge de faire un panneau en dur ou en béton qu'ils font là-bas. Mais les gens hasardent toujours à aller casser ça. L'État, c'est l'État. L'État est en erreur. Elle est responsable de ce qui se passe. Mais je dis, dorénavant, je crois que les choses ne vont plus aller de la même manière. Les zones qui ne sont pas encore approuvées là, je ne crois plus que on ira maintenant casser des choses sans indemniser. J'ai eu cette information. Si vous êtes logé dans une réserve, dans une zone non approuvée jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous imaginez que l'État a adapté 55 ans et que depuis là que les gens ont commencé par occuper les Akato, les Anguera, les Bagida, on n'a pas encore approuvé ça.
L'État attend quoi pour approuver cette zone? C'est ça encore les erreurs que l'État fait. Il y a un problème encore dans ces régions. Oui, ces zones qui n'ont pas encore approuvé, Aboka n'est pas encore intervenu. Ça veut dire qu'il faut encore attendre des bulldozers demain. Mais ces bulldozers-là ne viendront pas sans conséquence. Ça, je vous le garantis. Oui, mais il y a aussi la responsabilité de ceux-là, des géomètres, etc. C'est ce que je dis. La loi dit, lorsque vous achetez dans une zone non approuvée, vous réservez 50% de ce que vous avez acheté à l'État. C'est clair. Si vous avez 2 hectares, si vous achetez 2 hectares dans une zone non approuvée, un demi-hectare. Non, si c'est 2 hectares, vous mettez 1 hectare pour les routes, l'État. Voilà. Pour les réserves, pour construire les. Maintenant, les géomètres n'insistent pas et les gens le respectent. Et ils se permettent même de réduire la voie de 16 à 12, la voie de 25 à 18. C'est ça. Donc vous voulez que Aboka fasse quoi? Il a intérêt, il est obligé des fois de mais il faut voir le côté social. Moi, j'insiste sur le côté social pour les prochaines zones d'approbation pour éviter que le foncier devienne la seconde phase de révolution pour les Togolais. Merci à Ambroise Pondio, journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également moi qui te remercie. À vous, Olivier Adja, directeur de publication du journal Harakiri. On se retrouve, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir.